Bienvenue à tous les participants pour ce webinaire proposé et produit par World Data, qui s'appelle Perspectives économiques et boursières pour le deuxième semestre 2025. Il fait suite et c'est le pendant de celui que je vous avais proposé le 8 ou le 9 janvier pour l'année 2025. Alors, il faut que je mette ma souris. Alors, le sommaire, il va être simple. On va revenir sur le cap sur 2025, qui était le titre de l'émission du 8 ou du 9 janvier. On va revenir, on va regarder par rapport à mes convictions en particulier, les convictions que je vous avais proposées, on va regarder comment les choses ont évolué, celles qui se sont déroulées selon ce que je vous avais proposé, et puis celles qui se sont déroulées de manière un peu différente, et on va rapidement, et vous savez déjà pourquoi il y a eu des évolutions un peu particulières. On va regarder le contexte géopolitique et économique actuel, et puis je vais vous proposer mes convictions pour le deuxième semestre 2025, notamment sur USA, Europe, Asie, et on va faire un petit passage sur les matières premières. Alors, on va revenir sur janvier, cap sur 2025. On va commencer par ce que je vous avais indiqué, ça j'ai repris exactement la slide que je vous avais proposée au mois de janvier, début janvier. Sur les États-Unis, et on commence par les États-Unis, si on va voir derrière l'ensemble des éléments de macro, on va commencer par ce point-là. Alors, le premier point indiqué, le président Trump et les USA vont dominer la politique, l'économie mondiale et par conséquent les schémas boursiers. Bon, vous avez vu tout ce qui s'est passé à ce premier semestre ou ces 7 premiers mois de l'année. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette première phrase a trouvé absolument tout son sens. Et même le président Trump a pratiquement saturé l'univers médiatique, et en fait tout le monde court derrière ses tweets, ses déclarations. Alors comme il a une approche, on y reviendra, je reviendrai sur son mode d'approche, une approche de chef d'entreprise et une approche de négociateur, il est constamment en mouvement, et tout le monde court derrière lui, c'est ce qu'il voulait. La croissance US demeurera vigoureuse contrairement à l'Europe, ce qui favorisera les entreprises et les valorisations US. On va regarder ce qui est devenu le S&P, le Nasdaq et les indices européens, notamment le CAC 40, bien évidemment, et puis également le Stock 50. Et là, clairement, la croissance US est... Il y a eu un petit hiatus, néanmoins, on va le voir sur un des graphiques, au premier trimestre, mais le deuxième trimestre est venu immédiatement corriger, ce qui est peut-être d'ailleurs une erreur ou une faute de peut-être des statistiques. Alors, les baisses de l'inflation US ainsi que les taux US demeureront faibles. Et ça, on va le voir également. Il y a une bataille, il y a une bagarre entre le président Trump et la Fed. Le président Trump voulant, pour des raisons que l'on va revoir tout à l'heure, une baisse des taux et une Fed qui, pour l'instant, résiste. Mais dans mes convictions, vous verrez que elle devra baisser les taux au deuxième semestre. Mais on a eu une inflation US qui reste, on va la voir tout à l'heure, aux alentours de 7, et puis des taux américains qui sont plutôt autour de 4,4, 4,5. Alors, les marchés actions US sont surachetés, une correction sera nécessaire pour poursuivre le rallye long terme. Et on va voir, en voyant les indices US, que clairement, on a eu une première correction au mois de février, avant bien évidemment l'épisode qui a alimenté tout l'univers boursier et médiatique à partir de la fin mars. C'est évidemment l'annonce du jour de libération par le président Trump début avril et les conséquences sur les marchés. Le dollar demeurera fort comme l'économie et les taux US. Ça, on verra pourquoi
c'est resté un peu moins vrai. Le dollar a quand même corrigé de plusieurs pourcents sur la première partie de l'année et on verra pourquoi. Et puis les secteurs que je vous proposais de privilégier, l'intelligence artificielle, la consommation discrétionnaire consommation discrétionnaire, au contraire de ce qu'on appelle les staples, la consommation de base, c'est la consommation de produits de plutôt haut de gamme, qui ne sont pas les produits de première nécessité, qui ont aussi bien fonctionné, les services de communication et l'industrie. Donc ce sont des secteurs, 4 secteurs qui ont été effectivement à la pointe pendant ce premier semestre, qui sont les secteurs de croissance. Et vous verrez que contrairement à l'Europe, on délaisse, et effectivement, ça a été délaissé par les investisseurs, donc les secteurs de consommation de base, hein, qu'on appelle les staples, la santé et l'énergie. Donc aux États-Unis, on a les secteurs de croissance qui performent et les secteurs dits value qui, eux, restent en retrait. Plus de croissance au minimum boursière et on délaisse les secteurs qui sont les secteurs un peu plus basiques. Et on verra tout à l'heure qu'en Europe, c'est exactement le contraire. Vous allez voir un graphique en fin de webinaire sur le ratio entre les secteurs values sur les secteurs de croissance sur le stock 600 et vous verrez que c'est assez significatif. Donc globalement, le schéma que je vous avais proposé en début d'année, je vais mettre un petit bémol sur le dollar, on y reviendra tout à l'heure, se sont passés globalement dans le schéma qui était prévu. Alors, on va revoir maintenant un certain nombre d'éléments macroéconomiques pour préparer notre réflexion sur le deuxième semestre. Alors là, vous avez un schéma donc, qui est issu du Bureau des statistiques américaines sur la croissance depuis le T1, le premier trimestre de 2022. Et on a évolué notamment en 2023, 2024 sur des niveaux de croissance qui étaient supérieurs à 3%. Au T1 2025, on a eu un trou de 0,5% négatif. Mais ce trou, il a été très rapidement corrigé au deuxième trimestre et où on est revenu au niveau des 3%. Les dernières statistiques américaines ont un peu plongé, notamment le NFP, hein, l'emploi, en fin de semaine dernière, ont un peu plongé les marchés dans un petit doute qui a été finalement levé assez rapidement. Donc pour l'instant, eh bien, le schéma de croissance américaine, même si on va certainement aller vers un atterrissage un petit peu en douceur, mais cet atterrissage en douceur, on nous le promet depuis un an et demi, et pour l'instant, eh bien, les schémas n'ont pas l'air de passer de cette manière-là. On reviendra bien évidemment sur le phénomène et les conséquences du grand épisode sur les droits de douane pour envisager ce qui peut se passer sur les trimestres à venir. L'inflation US, donc comme on l'a vu, j'en ai parlé tout à l'heure, donc elle a baissé hein, au premier semestre. On est ici sur un niveau de 7, hein, c'est l'inflation core. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est le niveau d'inflation dans lequel on a enlevé les éléments volatiles, les éléments sur des produits qui sont liés à des cours de marché, notamment ce qui concerne l'alimentation et ce qui concerne également le pétrole, l'énergie. Donc, cette inflation américaine qui était montée assez haut, hein, jusqu'à 9% au milieu de 2022, elle est redescendue déjà au milieu de 2023 autour des 3%, et depuis, on a une baisse qui est finalement assez lente. Cette baisse, elle est lente parce que quand on a été douché, comme les marchés et les économies l'ont été
par des niveaux qui remontaient pas loin de 10%, le schéma de baisse est un schéma qui est beaucoup plus compliqué. Notamment, par exemple, un des éléments majeurs qui est un des gros facteurs de l'inflation, ce sont les niveaux de salaire. Et les salaires, eh bien, ils s'ajustent par rapport à l'inflation passée pour rattraper les pertes de pouvoir d'achat. Donc, les salaires notamment américains ont diminué beaucoup plus lentement que l'inflation le demanderait par ce phénomène de rattrapage, et ce qui a fait que, eh bien, le taux de salaire reste actuellement, aux États-Unis, taux de salaire horaire, il reste aux alentours encore des 3%. Donc, on a très clairement, pour le moment, eh bien, une difficulté à revenir vers le taux de base de la Fed, le taux objectif qui est de 2%. Et ceci est un des éléments d'explication du fait que la Fed a beaucoup de réticence pour le moment à baisser les taux. Alors, bien évidemment, il y a les schémas de croissance, notamment avec ce chiffre du premier trimestre qui a été un petit peu inquiétant. Et puis, il y a la possibilité, la capacité à anticiper ce que le schéma et le phénomène des droits de douane va donner pour l'économie américaine. En ce qui concerne l'inflation, bien évidemment, si les prix des produits importés augmentent, chacun des intervenants, qui soient grossistes ou distributeurs détaillants, eh bien, va chercher à maintenir ses marges et répercuter aux consommateurs les hausses de coûts qu'ils ont à subir en amont. Donc, il y a un schéma d'incertitude pour l'instant au niveau de l'inflation. Le niveau de 2,7, c'est un niveau auquel on est remonté, on était descendu aux alentours de 2,4, si je me souviens bien, et depuis que les premiers effets, les premières facturations de droits de douane sont intervenues, eh bien, on a un schéma inflationniste qui redémarre. Alors, il va falloir quand même attendre certainement au moins encore 3 mois, 2 à 3 mois, pour qu'on ait une vision qui soit claire sur ce schéma-là. Alors, des éléments de droits de douane ou des éléments de renchérissement de produits, ça existe depuis un certain temps. On va voir que le dollar en particulier, qui lui aussi a baissé, le dollar, c'est un peu l'équivalent d'un droit de douane, dans la mesure où eh bien, la baisse du dollar renchérit notamment l'euro-dollar, qui est monté jusqu'à 1,17 $. Donc, il renchérit les prix des produits européens lorsqu'ils sont transformés en dollars. Et donc, c'est aussi une des barrières douanières, la monnaie, qui est importante. Et sur les derniers mois, eh bien, on a vu se rajouter aux barrières, aux droits de douane facturés, une baisse du dollar qui a accru le problème de prix ramenés en dollars aux États-Unis. Donc, il va y avoir encore 2 ou 3 mois de manière à ce que l'ensemble de ces éléments s'ajuste. Alors, ces schémas, ils existent, ils ne sont pas nouveaux, pas forcément au niveau de droits de douane, mais depuis longtemps en ce qui concerne les taux de change. Et en général, eh bien, il y a des négociations entre les exportateurs et les importateurs pour eh bien, partager plus ou moins au milieu, mais chacun prenant une part sur sa marge de l'augmentation des entrants, des prix des entrants, de manière à ce que eh bien, les volumes ne s'écroulent pas. Les exportateurs y ont intérêt pour pas que leur volume s'écroule, et les importateurs y ont intérêt également pour pas que leurs propres ventes, elles, s'écroulent aussi. Donc il y a toujours dans ces situations un jeu, une négociation, un rééquilibrage entre exportateurs européens, par exemple, et importateurs américains pour eh bien, atténuer temporairement ou à long terme,
atténuer justement ce phénomène d'augmentation des prix des produits, alors j'ai parlé européen, mais c'est mondiaux, aux États-Unis. Alors, le taux d'inflation de la Fed, eh bien, la Fed et le président Powell ont résisté depuis le début de l'année hein, sur des taux qui sont aux alentours de 4,50 hein, à l'heure actuelle. C'est vraiment résisté parce que M. Powell a eu à faire face à de nombreuses menaces du président des États-Unis, menaces de destitution et autres noms d'oiseaux dont il a il a un petit peu l'habitude, mais qu'il oublie en fait dès le lendemain. Donc on est actuellement donc une inflation à 2,7 avec des taux qui sont à 4,50. Des taux, rappelons, un taux d'intervention de la Fed, c'est un taux qui ne s'applique pas aux particuliers, mais c'est un taux qui est un taux sur lequel est calculé le taux interbancaire de court terme. Et donc, on est sur des niveaux de taux court terme qui sont élevés, à 4,50. Les taux long terme aux États-Unis, à l'heure actuelle, le 10 ans, le bond 10 ans est aux alentours de, il est redescendu ces derniers jours, il est aux alentours de 4,20. Quand une inflation est à 2,7, comme c'est le cas actuellement, il est clair que c'est un poids sur l'économie, c'est un poids sur les investissements. Donc, si la période qui vient, dans les 2 à 3 mois qui viennent, l'inflation repartait vers le haut, effectivement, on dirait bravo, Monsieur Powell, vous avez résisté, vous avez anticipé une augmentation de l'inflation, et à ce moment-là, les taux resteraient à ce niveau-là. Si l'inflation ne progresse pas de manière significative, ce que j'entends par là, si l'inflation reste en dessous ou autour de 3%, un taux à 4,50 sera quand même, pour l'économie américaine, sera un handicap. Et je peux surtout si il y a à nouveau des inquiétudes sur la croissance. Si, comme à la fin de la semaine dernière, les statistiques d'emploi ont montré un tassement et surtout ont été revues à la baisse, les statistiques qui étaient sorties, les données qui étaient sorties en mai et en juin. Donc, il y a une forme d'incertitude, d'inquiétude qui devra être levée dans les tout prochains mois et notamment lors de la prochaine réunion de la Fed au mois de septembre. Donc, ce moment-là sera un moment tout à fait important à la lecture des derniers chiffres, de l'emploi notamment, et c'est là qu'on verra si la Fed commence à baisser ses taux. Vous verrez tout à l'heure dans mes convictions, je pense que la Fed va baisser ses taux au deuxième semestre de l'année. Alors le dollar, on le voit ici. Le dollar, lui, effectivement, et ça c'était un élément que je n'avais pas vu ou pas pris en compte en début d'année, le dollar, il est passé d'un index aux alentours de 109 à un index aux alentours de 96-97. Donc le dollar a perdu environ 10%. Ça, c'est un graphique qui est en hebdomadaire, si je ne dis pas de bêtises. J'ai dû le capter il y a quelques jours. Hein, il y a quelques jours. Alors, Patrice me dit, j'entends dire que la Fed va baisser dès septembre. Attendons, soyons prudents. Attendons les chiffres, Patrice, d'août, hein, les chiffres de l'emploi qui vont sortir le premier vendredi de septembre. Je rappelle également qu'il y a une conférence extrêmement importante qui est, je crois, du 21 au 23 août, qui est la grande messe des banques centrales qui se tient à Jackson Hole tous les ans, et les marchés scrutent avec beaucoup d'intérêt les déclarations qui sont faites par les grands argentiers de la planète. Alors, oui, Patrice, la probabilité de baisse de 25 points de la Fed est aujourd'hui estimée à 60%. Mais il y a une semaine avant que les statistiques de l'emploi soient sorties de manière défavorable, ce taux de 60, il était à 40. Donc, c'est extrêmement volatile. Donc, on va voir ce qui va se passer. Vous verrez tout à l'heure, les taux vont baisser au deuxième semestre.
Septembre, là, il faudrait que je sorte une boule de cristal, je ne l'ai pas, mais sur le deuxième semestre, je pense qu'il y aura nécessité de baisser les taux d'intervention considérable non plus. Donc, le schéma négatif. Pourquoi le dollar a baissé dans cette période? Il y a plusieurs facteurs qui viennent l'expliquer. Tout d'abord, on est en permanence sur des rumeurs de baisse des taux. Et d'une manière générale, dans le monde, les taux sont en train de baisser. Ce qui veut dire que, eh bien, il y a un moindre intérêt et un moindre achat pour les obligations américaines. Donc, moins qui dit achat d'obligations américaines, et d'ailleurs, il y a eu des petites inquiétudes sur la possibilité des États-Unis de pouvoir lever autant que leur immense déficit le nécessite. Donc, il y a eu un moindre attrait pour les bonds américains. Donc, si vous êtes européen et que vous voulez acheter des T-bonds, eh ben, il faut acheter du dollar. Et puis, il y a eu aussi des rééquilibrages dans les économies, des rééquilibrages en faveur d'autres secteurs géographiques. On va le voir tout à l'heure. Excusez-moi. On va voir ce qui s'est passé sur le Nikkei. On va voir ce qui s'est passé en Chine sur l'indice de Hong Kong, le Hang Seng. On va voir ce qui s'est passé sur l'Europe. Et en fait, il y a un rééquilibrage avec les autres et un autre rééquilibrage également en faveur des obligations d'entreprise, les obligations bien cotées, les investment grades. Donc, il y a eu un décalage sur le semestre vers un peu plus de sécurité dans une période où il y a eu quand même beaucoup de volatilité. Donc, le secteur obligataire, je vais pas en parler ce soir parce que je vais pas avoir véritablement le temps. C'est un sujet qui est un petit peu compliqué, le schéma obligataire. C'est quand même le plus gros marché, c'est le plus gros marché de la planète. Mais un élément est au moins clairement indiqué, c'est que il y a un attrait un peu moindre pour les obligations américaines par rapport à des obligations d'entreprise et des obligations souveraines ou, oui, d'entreprise investment grade ou souveraines d'autres régions géographiques. Ce qui explique largement la baisse du dollar. Il faut savoir que c'est les opérations du président Trump qui ont inquiété les marchés, il y a eu beaucoup de volatilité, ont eu aussi un effet négatif sur le dollar, une inquiétude par rapport à l'économie américaine et une inquiétude quant à l'évolution de la bourse. Donc on a eu plutôt de la part des fonds non américains, plus un schéma de couverture, protection, vente, plutôt que d'achat dans la zone dollar. Et puis, il y a eu aussi le dernier phénomène, c'est que le pétrole en particulier, le pétrole est plutôt orienté à la baisse, et qui dit pétrole moins cher, dit échange en dollars moins important. Donc, on a une somme d'éléments sur ce semestre qui ont entraîné une baisse du dollar jusqu'à cet indice. Mon sentiment, on va le voir tout à l'heure, c'est que la baisse, elle est probablement terminée. Alors Patrick me dit, il y a tension entre M. Powell et M. Trump, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La fin de mandat de M. Powell, c'est oui, début 2026, et la mi-mandat de M. Trump, c'est fin 2026. Ce n'est pas un gros risque. Je pense que M. Trump, le président Trump, va laisser aller M. Powell jusqu'à la fin de son mandat. Là, je pense, de mémoire, c'est au printemps 2026. On n'est pas encore dans le schéma des midterms. Les midterms, ça commence véritablement
en mars-avril, hein, la campagne commence en mars-avril, mais c'est surtout le gros de la campagne, c'est quand même plutôt août-septembre, hein, c'est des campagnes de 2 à 3 mois. Et on a vu dans le passé que cette période-là, cette période de septembre, mi-novembre, où il y a les midterms, c'est une période où il y a beaucoup de volatilité et il y a aussi au niveau des éléments statistiques euh, et des enquêtes d'opinion, des évolutions qui sont souvent importantes. Donc, je pense qu'il va laisser aller jusqu'à la fin de son mandat Monsieur Powell. Bon, il peut changer d'avis aussi, hein, mais je pense qu'il y aura une baisse des taux sur le deuxième semestre qui maintiendra Monsieur Powell, qui je pense y tient aussi, même s'il a beaucoup de convictions, qui permettra à Monsieur Powell d'aller jusqu'à la fin de son mandat. Alors, on a vu tout à l'heure, dans les prévisions hein, ou les convictions que j'avais sur l'année 2026, 25, pardon, vite. Donc j'avais parlé donc du secteur industriel US. Et on voit donc par rapport au début janvier, eh bien, ce secteur a pris 18% à la fin, là je suis en hebdomadaire, donc à la fin de la semaine dernière. Hein. Le secteur santé, où j'étais plutôt neutre, négatif, le secteur santé US, effectivement, a fait -5. Et les secteurs, donc technologie de l'information. Alors, c'est un peu compliqué aux États-Unis pour aller retrouver les 7 magnifiques. Ils ne sont pas tous dans les mêmes super secteurs du S&P 500. Donc, le principal, c'est le secteur des technologies de l'information. Et lui, donc, il a fait 13% depuis le début de l'année. Donc, on retrouve là à nouveau, hein, on voit au niveau des chiffres, que les secteurs de croissance, c'est eux qui ont tiré leur épingle du jeu, et les secteurs de la value sont ceux qui sont restés en arrière. Et je pense que globalement, après une consolidation dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est toujours dans mes convictions, ce sont ces secteurs qui vont maintenir, hein, ce que j'avais parlé pour janvier, si ce n'est pas pour le premier semestre de 2025, c'était ma conviction pour l'année entière. Et je ne vérifie pas. L'Europe, on verra qu'il y a des petits changements. Donc voilà au niveau des États-Unis. Hein, donc si on se résume, donc globalement les visions de début d'année se sont maintenues au bémol près du dollar. Les secteurs sont allés dans le sens indiqué. Et en fait, il y a un point qui a été ignoré, mais que tout le monde a ignoré, c'est tout simplement l'épisode des droits de douane. On va y revenir un petit peu plus tard. Hein. Je le laisse, on va passer à l'Europe. Et on verra tout à l'heure le S&P et le Nasdaq. On verra la première consolidation que j'avais anticipée et la deuxième liée aux droits de douane que je n'avais pas anticipée. Alors, l'Europe. Donc ça, c'est mon graphique, c'est ma slide du 8 ou 9 janvier, donc sur mes convictions 2025. Donc, l'Europe, croissance atone, mais tendance légèrement positive sur le front de l'emploi. C'est à peu près ce qui s'est passé. Hein. Les chiffres de croissance, ils sont bas, ils seront inférieurs à 1% sur l'année, d'une manière générale en Europe. Des situations politiques difficiles qui restreignent les prises de décision gouvernementales. France, Allemagne qui restent à la traîne du reste de l'Europe. Alors, pour la France, malheureusement, force est de le constater. L'Allemagne, il y a un schéma qui est différent, puisque donc les Allemands ont voté le 23 février dernier, et ce sont donc la CDU, hein, les chrétiens démocrates, du nouveau chancelier, M. Merz, qui ont remporté ces élections. Et le chancelier allemand a annoncé notamment une réforme fiscale. Il a annoncé également un grand plan d'investissement industriel de l'ordre de 5 à 600 milliards d'euros, dont, je vais mettre entre parenthèses,
seulement une centaine de milliards sur la transition énergétique. Donc l'Allemagne, elle a, je dirais, retrouvé un petit peu plus de dynamisme depuis 2 ou 3 mois et le DAX, lui, continue à mieux se porter que le CAC 40 en particulier. Alors une BCE que j'avais estimée très ou même trop timide, qui hésite à baisser les taux alors que l'inflation est jugulée et une faible croissance, bon, on va voir que, eh bien, on va voir le graphique des taux BCE et les taux BCE ont baissé de manière tout à fait significative au cours de ce semestre. L'inflation, ben, elle est en train de revenir gentiment autour des 2%, hein, qui est le niveau auquel l'objectif hein, de la BCE, et les taux sont en train gentiment de venir et de se rapprocher de ce schéma-là. J'avais indiqué, je ne l'avais pas écrit, je l'avais indiqué dans les convictions que j'ai, pour moi, que la BCE baisserait avant les États-Unis. Alors qu'à la fin de l'année dernière, il y avait un consensus qui était extrêmement élevé sur une baisse tout à fait significative des taux de la Fed. Et effectivement, c'est la BCE qui a commencé la première pour une raison très simple. C'est que tout simplement, eh bien, la croissance européenne est tellement atone qu'on ne va pas en plus la gêner, la perturber avec des taux d'intérêt élevés, qui est un élément négatif au niveau de l'investissement, qui est un élément négatif au niveau des frais financiers des entreprises et est un élément négatif au niveau des taux d'emprunt pour les particuliers, que ce soit pour l'immobilier sur le long terme, sur les marchés hypothécaires ou sur les marchés monétaires pour les crédits à la consommation. Donc, la BCE a été obligée de baisser ses taux de manière eh bien, à soutenir un petit peu la croissance européenne. Et j'avais indiqué que la bonne surprise pourrait venir de l'Italie, dont le déficit, c'est pas réduit, mais réduit, et qui jugule son immigration clandestine, dont la notation avait été relevée dès la fin ou dès l'automne 2024 par l'agence Moody's. Et on va voir tout à l'heure le FTSE MIB, hein, donc, qui est l'indice de la bourse de Milan et qui est actuellement quasiment l'indice le plus dynamique en Europe. Les taux d'intérêt italiens ont baissé de manière significative. Les taux sur la dette souveraine, on est maintenant, ils sont passés en dessous de la France. Hein. Le budgétaire, quand Madame Meloni est arrivée, était aux alentours de 7,5%. On est actuellement autour de 3,5%. Le seul élément qui, pour l'instant, est un petit peu insuffisant sur l'Italie, c'est une croissance qui est encore un petit peu atone. Ce qui a été réussi au niveau des finances publiques, ce qui a été réussi au niveau de l'immigration clandestine, eh bien, pour l'instant, ça reste à confirmer en ce qui concerne la croissance de l'économie. Alors, on parlait des taux BCE, ben voilà, hein, on était en janvier de cette année. D'ailleurs, ils avaient commencé à baisser hein, déjà à l'automne de l'année dernière. On était aux alentours de 3% en début d'année. On est actuellement autour de 2,15. Donc, les taux baissent. Maintenant, ils vont plafonner. C'est plutôt pas un plafond, c'est un plancher autour de 2,15, puisque l'inflation est revenue autour de 2%, que l'objectif de la BCE comme de la Fed, c'est une inflation à 2%, donc d'avoir des taux aux alentours de 2,15. Maintenant, la marge de manœuvre de la BCE va être extrêmement modique. Et si une baisse de taux de la BCE en dessous de 2% serait le résultat d'une très mauvaise économie ou d'une inflation qui s'écroule complètement. Et l'inflation peut s'écrouler parce que tout simplement, les gens n'achètent plus. Et donc, il y a la commande qui joue moins. Et à ce moment-là, on rentre, ça veut dire que l'on est en train de rentrer en récession. Donc, tant que
on reste dans la zone où se trouvent les taux actuels, bien le schéma comment dire, européen, taux, croissance, inflation, est un schéma qui est vertueux. Patrice me demande l'automobile. Alors, je n'ai pas prévu de vous le montrer. C'est pas beau du tout, l'automobile. C'est vraiment pas un des secteurs que je recommande et j'ai du mal à imaginer que ça s'améliore. Alors, le voilà mon indice de la bourse de Milan. Donc, lui, depuis le 1er janvier, eh bien, il a gagné 20%. Et on est actuellement dans une espèce de range entre 40 000 et 41 000 points. On le reverra tout à l'heure dans les prévisions. Donc, on est au niveau à Milan sur, alors ce n'est pas des plus hauts historiques, mais c'est des plus hauts de plus de 20 ans. Donc, on est sur un schéma qui est tout à fait positif et le DAX, depuis l'élection de M. Merz et le FTSE MIB, Milan, eh bien, sont les deux indices actuellement en Europe qui sont et qui, à mon sens, vont rester les plus dynamiques. Je pense même que si la croissance italienne arrive à repartir, de manière un peu plus dynamique à l'heure actuelle, là, l'indice de la bourse va exploser le niveau des 41 000, qui est pour l'instant une résistance qui date au-dessus, c'est 2003-2004, quelque chose comme ça. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu le point sur ce qui s'est passé au début de l'année, que je vous ai infirmé, confirmé un certain nombre de convictions, on va faire un peu le point sur le schéma macroéconomique actuel. Alors, quelques chiffres qui sont l'intérêt de webinaire de ce type-là, c'est aussi de prendre du recul, c'est de ne pas être en permanence rivé sur l'écran, sur les marchés, sur les courbes, mais en prendre rapport à l'économie, rapport à la bourse, sachant que, on va le voir tout à l'heure, la décorrélation entre économie et bourse est un phénomène qui est de plus en plus important. Donc, le PIB mondial, il est un petit peu actuellement sur une ligne qui est un peu une ligne de long terme, aux alentours d'un petit 3%. Donc, il est à peu près stable. Il a plutôt, je vois sur un an, donc on est au premier trimestre 2025, on était sur un schéma à 3,3%. On est plutôt revenu après sur un schéma à 2,6. On est sur les derniers chiffres que j'ai pu lire, on est plutôt dans un schéma autour de 8, de 9. Donc une croissance, je vais dire un peu normale, sans une croissance traditionnelle qui montre que eh bien, il n'y a pas de récession, il n'y a pas d'éléments extrêmement importants ou nouveaux qui agissent là-dessus. Et même les premiers éléments de droits de douane n'ont pas entraîné, de la part des prévisionnistes, n'ont pas entraîné de révision négative de la croissance du PIB mondial. La production industrielle, elle, un petit peu. On retrouve là, au niveau mondial, on est comme pour la croissance aux alentours de 3%. Les États-Unis, on retrouve, avec le 0,6%, on retrouve eh bien, le petit trou d'air du premier trimestre de l'année. Les pays émergents, eux, se portent plutôt mieux. Et puis la zone euro, eh bien, la production reste totalement atone, tout comme la croissance. Les matières, on y reviendra tout à l'heure en fin, je crois que c'est pratiquement ma dernière slide, on y reviendra en fin de webinaire. J'avais indiqué, on le verra tout à l'heure, que pour moi, les prix des matières premières demeureraient élevés. Et effectivement, même s'ils ont très légèrement baissé.
c'est très léger. On reste quand même sur des indices de l'ordre de 250. Alors bien sûr, il y avait eu en 2022 la pointe à 310, 320, mais après cette pointe, eh bien, on est sur des indices aux alentours de 225, 250, et on a une réelle stabilisation du cours des matières premières, mais une stabilisation à un niveau qui est un niveau élevé, ce qui pèse obligatoirement sur les prix de revient des produits et qui a des conséquences négatives également sur le schéma inflationniste. C'est aussi, si je prends du bon côté, c'est la traduction, malgré tout, d'une croissance mondiale qui demeure néanmoins à un niveau qu'on a vu, un petit 3%. Donc, c'est ce qui maintient également ces cours de matières premières. Petit détail, c'est des cours de matières premières hors pétrole et métaux précieux, qui eux obéissent à des éléments un petit peu différents que des autres types de matières premières. Là, voilà un élément qui est important là, à voir et à rentrer dans les réflexions. Patrice me dit, ça va rester à ce niveau, vous verrez tout à l'heure mes convictions. Ma conviction, c'est que oui, les matières premières, c'était ma conviction au début d'année, ça reste ma conviction. Vous verrez le graphique que je vous montrerai avec Ishimoku parce que ça explique techniquement les choses. Oui, on va rester dans cette zone des 250, à mon sens, hein, c'est ma conviction jusqu'à pendant un bout de temps. Pendant un bout de temps. Alors ça, le schéma important, c'est l'inflation mondiale. Ça, c'est un des éléments qui est évidemment lié avec la croissance, avec les taux. Alors, on est là sur un schéma qui est en glissement annuel. Monde, donc c'est, quand on dit monde, c'est 50 pays, hein, vous les avez en dessous, c'est les principaux pays mondiaux, bien évidemment, et surtout des pays pour lesquels on peut faire confiance aux statistiques qu'ils produisent, parce qu'il y a d'autres pays pour lesquels c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, dans la liste des 50 pays, vous n'avez pas la Chine, parce qu'on sait que les chiffres chinois, ils sont déterminés plus que calculés. Les chiffres chinois sont des éléments politiques. Donc, l'inflation au monde, c'est autour de 3% encore. Les pays développés, c'est la courbe en orange, c'est eux qui ont le plus rapidement jugulé le schéma inflationniste et l'inflation demeure importante dans les pays en voie de développement. Alors, ce schéma de pays développés, donc on le retrouve en Europe, on le retrouve moins aux États-Unis, hein. Pour l'instant, c'est l'Europe qui tire un peu l'inflation vers le bas. Elle la tire parce qu'elle tire la croissance aussi vers le bas. Le problème, c'est toujours l'inflation des pays en voie de développement parce que c'est dans les contextes où les matières premières demeurent à un niveau élevé. Pour eux, l'accès justement à ces matières premières, c'est des éléments de base pour encore plus pour des pays qui sont justement sur des besoins à remplir, qui sont des besoins plus basiques que ceux des pays développés. Et c'est très souvent un frein au développement de ces pays. Et l'inflation dans cette zone-là, dans cette zone mondiale, elle reste encore plus élevée et ça aura des conséquences sur l'évolution des économies de ces pays. L'inflation US, bon, je l'ai reprise, on l'a vu tout à l'heure, hein, elle est à 2,7, le corps est à 2,7, hein, la dernière sortie statistique pour le mois de juin, donc 2,7, on descend. Le schéma actuellement qui perturbe les marchés, c'est celui-là. Donc, c'est ce qu'on appelle le NFP, le Non-Farm Payroll, qui sont les créations d'emplois hors agricole. Et vous avez ici en diagramme bleu clair les chiffres qui sont sortis tous les mois. Et vous avez la moyenne en bleu foncé, vous avez la moyenne 3 mois. Et on voit que, eh bien, la moyenne de création d'emplois eh bien, est en train de baisser. On était bien reparti au début 2025, mais la dernière sortie statistique du mois de donc du mois de juillet, puisque c'était vendredi dernier, est sorti à 73 000, mais
sur les 2 mois précédents, eh bien, les chiffres ont été revus aux alentours de 15 ou 20 000. Donc, on est sur une moyenne mobile là qui descend autour des 30 ou 35 000. Alors, question, comment va réagir M. Trump? Eh bien, lui, il va nous indiquer que ça va absolument dans le sens de ce qu'il cherche à faire, c'est-à-dire ramener les investissements et l'emploi aux États-Unis. Et c'est, bien évidemment, et on va le voir tout à l'heure, c'est un des buts de la Maison-Blanche. Donc, on est là sur un schéma de création d'emplois qui est, on va dire on allume un clignotant là, hein. On allume un clignotant rouge. On va voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Si ce chiffre continue à baisser, c'est effectivement un schéma qui pourra inquiéter les marchés. De l'autre côté, il y a un autre phénomène qui se passe, puisque, de manière un peu surprenante, le taux de chômage, lui, n'a pas baissé, n'est pas monté, pardon, excusez-moi, n'est pas monté. Il est toujours aux alentours de 4,2%. Ça veut dire que, eh bien, il y a une forme de désinscription. Il y a un schéma qui est le fait que, eh bien, on ne crée pas d'emploi, mais les gens ne s'inscrivent pas au chômage. S'ils ne s'inscrivent pas au chômage, ça a deux significations. La première, c'est que ils ne veulent pas travailler, ou la deuxième, c'est que tout simplement, ils retrouvent rapidement un emploi. Alors, il va falloir que là aussi, dans les mois qui viennent, ce schéma se décante. Donc, on voit quand même apparaître un certain nombre de points d'interrogation. Je ne vais pas encore parler de points d'inquiétude, mais de points d'interrogation au niveau des États-Unis. La croissance, point d'interrogation. On a 2 chiffres, premier et deuxième trimestre, qui sont moins 0,5 plus 3. Les créations d'emplois qui baissent. Les salaires qui, eux, par contre, se maintiennent toujours à un niveau important. Et une inflation qui a du mal à baisser. Donc, on est là sur quelque chose où il va bien falloir qu'on ait la sortie de l'histoire. Alors, voilà un peu mes convictions, hein. C'est strictement personnel, hein. Si Wall Data veut refaire en début d'année le même webinaire que début janvier, eh bien, je ressortirai ces convictions, puis on verra ce qui s'est passé. Donc, sur le fond, elles sont quand même assez proches. Là, je suis sur les USA, hein. Elles sont assez proches quand même de celles de janvier. Et on va le voir sur les graphiques. La grande question, bien évidemment, sera de mesurer les conséquences des droits de douane sur l'inflation, la consommation des ménages et la croissance. Les derniers chiffres ne sont pas particulièrement rassurants. Une période d'incertitude peut s'ouvrir, amenant à une consolidation. Et vous allez voir que je pense que on va avoir une consolidation des indices américains, comme on a eu au début de cette année, pour des raisons qui, par contre, sont un peu différentes. Néanmoins, les fondamentaux long terme demeurent favorables et la tendance haussière des indices à long terme devrait se poursuivre. Ensuite, alors là aussi c'est une conviction, la Fed sera certainement contrainte de procéder à 1 ou 2 baisses de ses taux directeurs. Au total, moi je pense aux alentours de 50 points de base. Si l'inflation ne progresse pas et que la croissance est décevante, on peut envisager 75 points de base pour ramener les taux de 3,5%. Alors, 3,5%, c'est pas mal si on est sur une inflation qui, justement, reste en dessous de 3%. Donc, ça donne globalement un équilibre coût de l'endettement, inflation, qui ne perturbera pas la croissance. Et si justement la croissance a tendance à se réduire, eh bien, il y aura des demandes encore plus fortes sur les épaules de M. Powell pour qu'il baisse les taux. Et là, la pression, là, je peux vous dire qu'elle va être extrêmement forte. Et on peut, si la Fed ne baisse pas, alors qu'on ait une croissance décevante, je pense que M. Trump peut prendre un vrai coup de colère et nommer un nouveau patron président de la Fed. Je pense que c'est un peu la seule situation où M. Powell n'irait pas à la fin de son mandat.
C'est si on a des éléments qui se dégradent au niveau de la conjoncture américaine, notamment la croissance et l'emploi, bien évidemment, qui sont les deux fers de lance du président américain. Et si malgré tout la Fed ne baisse pas ses taux, je pense que là, il va y avoir une bonne partie de punching ball et je ne pense pas que M. Powell, malgré toute la considération que j'ai pour lui, ça aura été de toute façon un très grand président de la Fed, comme l'a été Mario Draghi en Europe au niveau de la BCE, eh bien, je pense qu'il pourra commencer à faire ses bagages. Alors, on a Patrice me dit correction de la bourse, donc trou d'air, donc baisse des taux pour remonter la bourse. C'est pas tout à fait comme ça que le schéma va à mon avis, hein, puisqu'on a quand même une certaine forme, plus en Europe d'ailleurs, hein, une certaine forme de déconnexion entre la bourse et l'économie. L'économie, on gère un certain nombre de chiffres macroéconomiques, mais, et vous le verrez, c'est des choses que je trouve absolument toujours merveilleux depuis ces dernières années, c'est l'extrême résistance des entreprises à toutes les évolutions économiques, à toute cette volatilité économique. Les entreprises réussissent d'une manière générale d'une manière qui m'impressionne à, malgré tout, sortir leur épingle du jeu. Donc il y a une forme de décorrélation, une forme, hein, entre les deux. Si les bénéfices des entreprises se maintiennent, alors et les bénéfices ils peuvent se maintenir de manière première parce que les entreprises vendent plus et maintiennent leurs marges et même les augmentent, ou parce que eh bien elles vendent moins mais elles licencient. Et à ce moment-là, et aux États-Unis, on sait que les procédures sont beaucoup plus rapides. Et là, le schéma, il peut aller vite dans ce sens-là pour justement maintenir une compétitivité des entreprises américaines qui permettra à la bourse, et parce que c'est aussi mon scénario du deuxième semestre, d'avoir quand même des bourses américaines qui vont se tenir après une consolidation. Alors vous dites, à vous entendre, le niveau atteint par la dette US n'a pas d'importance dans la politique de gestion des taux de la Fed. Alors, c'est oui et non, dans la mesure où le niveau de la dette US, hein, je me souviens, ça fait 14 ans maintenant. C'était, il y a 14 ans, j'aurais presque tendance à dire jour pour jour, où pour la énième fois, déjà, il y avait un vote à la Chambre des représentants, c'était tout début août 2011, pour relever le plafond de la dette. Depuis X fois, cela a été fait. Et alors, je ne me rappelle plus à combien était la dette américaine, mais on peut imaginer qu'en 14 ans, elle a été pratiquement multipliée par 10. Donc, ce schéma de dette américaine, il pèse, c'est sûr, mais d'une part, c'est le pays leader mondial. Premier point. Deuxième point, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de difficulté à ce que les émissions de dette, les émissions de bonds trouvent preneur. On n'en est pas là. La couverture est un petit peu moindre maintenant qu'elle l'était il y a quelques années, mais la dette américaine se couvre d'une manière tout à fait sans trop de problèmes. Alors, vous allez me dire, oui, mais parce que les taux sont élevés. Il est clair que la dette américaine, aujourd'hui, c'est un frein à la baisse des taux. Ça, c'est de la part de la Fed. Mais si la croissance plie, ça voudra dire que le déficit américain, ça aura comme conséquence que le déficit américain se creuse. Donc, d'une manière ou d'une autre, dans les deux cas, ça entraînera un schéma de baisse des taux. Alors, Patrice me demande, est-ce que les USA arriveront toujours à se financer? Ah, ça, j'en sais rien. J'en sais rien, mais on ne voit pas aujourd'hui de menaces particulières sur ce plan-là. Même si les taux de couverture de la dette sont moins importants, le dollar demeure quand même la monnaie de référence. Et dès qu'il y a un petit peu de crainte, on achète du dollar. Les Japonais risquent d'acheter beaucoup moins de dettes américaines. Ça a déjà
quand même sensiblement baissé, puisque eux-mêmes ont besoin de placer la leur. On reparlera un peu du Japon à la fin. Le Japon est quand même un tout petit peu, malgré tout, dans un corner à l'heure actuelle, entre le niveau de taux, qui est aux alentours, c'est taux aux alentours de... Enfin, le taux d'intervention de la Banque du Japon est à 0,5, ce qui a provoqué un tollé de la part du gouvernement japonais. Le taux 10 ans japonais est aux alentours de 1,45 et l'inflation japonaise est en train de se rapprocher des 3%. Et là, il y a un gros problème. Alors, notre S&P. Donc, on voit, là, c'est assez récent, hein, c'est un graphique qui est depuis le mois de mai. Je n'ai pas le bas, c'était évidemment je ne sais plus, le 7 ou le 9 avril, hein, lors de l'annonce des sanctions, c'est un peu le terme, l'annonce des sanctions américaines sous la forme de droits de douane. Et depuis, eh bien, le marché n'a fait que reprendre et ne fait que faire des sommets historiques. Le dernier sommet historique date de, je ne sais plus, de vendredi, je crois. Hein. Ce graphique, je ne sais pas si je l'ai fait, j'ai dû le faire. Mais oui, je l'ai fait aujourd'hui, ce graphique. Je l'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait ce matin. Donc, le S&P, donc dernier sommet historique, 6444, avec les mauvais chiffres de vendredi, consolidation sur la zone des 6200. Alors ça, il faut retenir ce niveau des 6200 parce que c'est le premier niveau de support. On est venu le tester. Je pense qu'à minima, on reviendra le tester. Deuxième élément, niveau que j'ai indiqué, c'est la zone, donc c'est un niveau Ishimoku, hein, mais ça a été aussi un niveau sur lequel, dans la montée au mois de juin, eh bien, il y a eu une phase d'attente, c'est la zone des 6100 points. Alors vous allez me dire, hein, ce n'est pas des zones qui sont extrêmement éloignées les unes des autres. Hein. Donc je vois tout à fait que l'on revienne. Aujourd'hui, les résultats du deuxième trimestre, ils sont connus, l'ordre de grandeur est connu maintenant. Les principales entreprises, il reste encore Nvidia hein, à la fin du mois d'août. Et je pense que après la publication d'Nvidia, je crois que c'est le 26 août, je pense qu'à ce moment-là, il n'y aura plus rien à attendre et qu'il y aura je pense qu'il y aura une consolidation. Alors, bon, là, il y a eu une première consolidation sur les 6002 suite à, c'est de la volatilité, ça, hein, puisque dès le lendemain, on a repris. D'ailleurs, là, le produit qui est ici, ce n'est pas le S&P, c'est un ETF d'un broker qui est FXCM, parce que dans la réalité du S&P, on a eu un gap baissier, et ce gap baissier a été comblé dès le lendemain. Donc, on est sur un schéma où je m'attendrai à avoir certainement vers la fin du mois d'août, hein, on verra en Ishimoku, on va tester le nuage dans cette zone. Donc, je pense que cette zone, ici, 6205, va être testée. Le plus bas que j'envisage en termes de conso, c'est la zone des 6100, c'est-à-dire le bas du nuage. Alors pour ceux qui font de l'Ishimoku, on a un nuage ici qui est un nuage qui est haussier. On est pour l'instant au-dessus de la Kijun, on peut la casser, mais on a un nuage qui est haussier. Donc, sauf s'il y a gros drame ou s'il y a complètement un changement total de vision, eh bien, le nuage, il a un rôle de support. Donc, vers la fin du mois, j'ai vraiment la conjonction de mon support, hein, il a été testé quand même à plusieurs reprises, cette zone des 6002, qui va venir au niveau du nuage. Donc, je vois bien, à minima, un nouveau test des 6002. On peut descendre jusqu'à 6100, une séance en mèche, mais il faudra surtout observer, et c'est ma conviction, que le nuage tiendra. Alors bien évidemment, il peut y avoir des phénomènes macroéconomiques qu'on ne connaît pas hein, et qui viennent et qui peuvent venir perturber. Mais dans un schéma, je dirais, d'évolution normale de marché, il serait logique de venir gentiment tester cette zone des 6002, on va dire 6100, 6002, pour repartir après vers le sommet historique. Et on peut tout à fait imaginer que vers la fin de l'année, ce sommet historique soit on ait un nouveau sommet historique, mais après une consolidation.
Patrice dit le marché reste haussier. Pour moi, alors, déjà, techniquement, le marché, il est clairement haussier. Là, il y a aucune. En gros, en fait, si je prends la théorie de Dow, le premier des précédents sommets, il est là, le précédent sommet, il est là. Donc, c'est si on va casser ici la zone des 5009 que la tendance de long terme, la tendance haussière serait invalidée, ce qui correspondrait en Ishimoku à une rupture du nuage. Donc, tant que le nuage tient, tant que cette zone des 6090, 6060, qui est ce gap qui a été ouvert à la fin du mois de juin, c'est vraiment pour moi l'objectif de consolidation le plus bas. Le 6200, c'est ma conviction personnelle. Et test des 6002 et on remonte le long du nuage. Alors j'ai fait un petit schéma qui serait, imaginons que on revienne justement vers cette zone des 6002 que prise en fait sur le dernier plus bas vendredi dernier. Et j'ai mis les éléments de Fibonacci pour essayer de se donner des objectifs. Donc ça, c'est valable à condition que, au moins en clôture, la zone des 6002 tienne. Donc, mon 6002 ici, eh bien, c'est sur le dernier rallye ici depuis le mois de juin, depuis la zone des 6000, 5009, jusqu'au dernier sommet historique à 6444. J'ai une consolidation ici qui est dans la zone quasiment des 50%. Donc, si je mets mes extensions de Fibonacci, eh bien, mon premier niveau, quand on a fait un retracement sur le 50%, je prends 50% par précaution, statistiquement, on a une extension qui va jusqu'à 0,618. Donc, mon objectif là est de, eh bien, un sommet historique d'ici la fin de l'année dans la zone des 6545 points. Alors, ce schéma, il inclut le fait que, eh bien, ma zone des 6002, peu importe quand elle est touchée, mais l'important, c'est on rebondit sur les 6002, et puis si on vient toucher les 6100, il sera plus difficile de faire un nouveau sommet historique. Mais je pense que les 6440, ce sont des niveaux que l'on reverra certainement d'ici la fin de l'année. Le Nasdaq, on a un schéma qui est un tout petit peu différent, dans la mesure où le Nasdaq, lui, il est à l'intérieur d'un canal haussier. Et on est à l'intérieur d'un canal haussier et eh bien, j'ai pas mis de chiffres particuliers, mais mon schéma, ma vision, c'est tout simplement, on continue à tourner à l'intérieur du canal, à savoir, on vend les contacts avec la branche haute du canal et on achète les contacts avec la branche basse. Là, je suis sur un graphique qui est un graphique quotidien et vous voyez que vendredi, après donc la baisse liée au mauvais chiffre de l'emploi, eh bien, on est venu tout simplement tester le bas du canal et dès le lendemain, eh bien, on a rebondi sur ce canal. Donc, j'ai une vision pour le Nasdaq qui est favorable, qui est une vision du maintien à l'intérieur du canal. Consolidation, oui, on peut avoir consolidation et je pense qu'il y aura consolidation, mais une consolidation vers la zone des 22 200 points qui est ici en Ishimoku, ce plat de SSB. On peut tout à fait venir, là on est dans la zone des 23 400, donc 23 000, on était au sommet à 23 400, revenir sur les 22 200, ça fait une consolidation de 7 ou 8%. Elle est à mon avis naturelle, salutaire. Il y a besoin de prendre des bénéfices. Donc, j'envisage tout à fait un retour sur la zone des 22 200 dans la période qui vient ou au-delà, c'est-à-dire, dit différemment, eh bien, tout simplement un test du nuage Ishimoku, une tenue du nuage Ishimoku et peut-être un test des 22 200. Ce ne sera pas forcément en clôture quotidienne, ça peut être en mèche uniquement, mais je reste sur un schéma haussier pour le Nasdaq. Pareil, même schéma un peu de Fibonacci. Donc, j'ai fait
mes retracements de Fibonacci sur la dernière impulsion haussière, ici, qui a commencé mi-juin, et j'ai mis mon niveau, eh bien, justement, ici, sur le nuage, un peu juste en dessous de cette zone qui a fait support, là. Donc, cette zone-là, justement, des 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 300, 22 500. Donc, qui correspond, en fait, comme pour le S&P, à un retracement de 50%, et puis mes extensions avec donc un objectif sur le 618, le 61,8, pardon, à 24 000 points. Sachant que le dernier sommet est à 23 700, donc 24 000, 23 000, j'ai mis 23 589, non, je crois que c'est 23 700. 23 700, le sommet historique de mémoire. Donc, j'entrevois donc de repartir vers le haut, mais 24 000, la zone des 24 000, et s'il y a vraiment de l'énergie, 24 400. Mais déjà, consolidation vers la zone des 22 200, 22 500 pour repartir vers les 24 000. L'Europe maintenant. Alors, l'Europe, on a une situation macroéconomique et politique plus difficile, notamment avec ce que je considère comme une séquence humiliante des droits de douane, où Madame van der Leyen s'est quand même couchée devant le président Trump. J'ai vu passer un communiqué de la Maison Blanche, je ne sais pas s'il est de ce matin ou d'hier, indiquant que si l'Europe ne respecte pas ses engagements d'achat de produits énergétiques américains et n'investit pas aux États-Unis, il passera immédiatement les droits de douane à 35%. Donc, il va y avoir ça va bouger encore. Ça va bouger encore. Alors, l'inflation donc revient dans la zone des. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que je pensais, donc la BCE n'a plus beaucoup de marge de manœuvre sur la baisse des taux. Et puis, là aussi, c'est vrai aux États-Unis, c'est aussi vrai en Europe, les entreprises ont montré par le passé une grande résistance et une grande adaptabilité à la conjoncture. Ce qui entraîne, notamment en Europe, un découplage entre bourse et économie et mouvement politique. C'est pour ça que là aussi, je pense qu'il y aura besoin d'une consolidation, mais comme pour les États-Unis, je pense que la consolidation sera peu profonde. Et on va voir les niveaux. Alors, donc, le pays qui était un peu un des points d'interrogation en début d'année, parce qu'il y avait des élections déjà au mois de février. Donc l'Allemagne, donc son grand plan d'investissement, donc qui est destiné à développer les infrastructures, la défense et de manière un peu plus modérée les transitions énergétiques. Donc on parle de 5 à 600 milliards d'euros. Les pays du Sud de l'Europe qui prennent un peu leur revanche historique sur le Nord, notamment l'Italie et l'Espagne, qui sont ceux qui sont un peu en fer de lance à l'heure actuelle. Et puis, on va voir les graphiques. Donc, les actions value resteront privilégiées pour les investisseurs contre les actions de croissance. Donc les produits de rendement, dit différemment, continueront à avoir un grand intérêt de la part des investisseurs, tout simplement pour une recherche d'équilibre et de rendement. Actuellement, un certain nombre d'entreprises de value, notamment le secteur des télécoms, qui a très bien performé, avec des entreprises qui distribuent des beaux dividendes, de très beaux dividendes. Donc, il y a, et c'est aussi pourquoi les secteurs value demeurent recherchés à l'heure actuelle pour justement équilibrer entre des risques de croissance ou d'une faible croissance européenne par rapport à un rendement d'entreprises qui, elles, sont justement très résistantes et qui distribuent des dividendes. Alors le CAC en daily, non, alors ça c'est une erreur, excusez-moi, c'est pas le CAC en daily, c'est le CAC en hebdomadaire.
Alors, le CAC. Le CAC, il évolue depuis le mois d'avril à l'intérieur d'un range entre la zone des 7500 et la zone des 7900 points. Et là, vous voyez que chaque fois qu'on tape les 7500, 7510 pour être précis, eh bien, on revient sur la zone des 7960, 7970, et dès qu'on la touche, eh bien, on se replie. Pour ceux qui travaillent en Ishimoku, vous voyez d'abord, cette zone des 7510, c'est un très gros niveau Ishimoku. C'est une SSB ici, hein, future. Il est où mon curseur? Il est là. C'est une SSB. C'est une SSB. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Attendez, qu'est-ce que. Oui, excusez-moi. Non, non, je me suis trompé, j'ai fait deux fois un peu le même graphique. Non, non, de toute façon, c'est l'hebdomadaire qui m'intéresse là. Donc, premier niveau, donc 7941 ici, hein, le haut du range. Bas du range, ce gros niveau Ishimoku qui est un plat une SSB ici, une longue SSB ici également et une Kijun précédemment. Donc, c'est un niveau tout à fait majeur. C'est pour moi la ligne de partage des eaux au niveau du CAC. La rupture de 7510 sera un événement grave qui nous ramènera dans la zone des 7300 points. Ce n'est pas mon scénario privilégié. Un test des 7510, oui. Et regardez, pour ceux qui font de l'Ishimoku, où on est. On vient d'avoir un twist de nuage. Ce twist du nuage nous fait passer d'un nuage baissier à un nuage haussier. Et ce niveau de twist, hein, cette zone des 7645 points, c'est le troisième niveau majeur après les 7510 et les 7941. C'est un niveau majeur en Ishimoku, hein, c'est le bas du nuage pour les semaines qui viennent. C'est également un niveau de support qui a été important ici au printemps. Ça a été un niveau de résistance à la fin de l'année dernière. Ça a été un niveau, une zone l'été dernier. C'est une zone de polarité. Donc, la difficulté maintenant va être de s'extirper de la zone des 7645 pour aller retester la zone des 7940 points. J'ai par contre du mal à imaginer que le CAC revienne sur sa zone des 8003-8004 qui était son sommet historique. On peut passer, on reverra les 7940, on reverra certainement les 8000 points vers la fin de l'année, mais un nouveau sommet historique que j'envisage pour les États-Unis, je ne le sens pas en Europe parce que les données économiques sont quand même malgré la résistance des entreprises, les données économiques sont quand même sacrément moins favorables qu'aux États-Unis. Hein. Les droits de douane, c'est pour nous, c'est pas pour les Américains. La croissance faible, c'est pour nous, c'est pas pour les Américains. Un marché de l'emploi, on l'a pas revu, mais qui reste quand même toujours extrêmement difficile. Donc, on est quand même dans un contexte de consommation et un contexte de débouché qui est un peu plus compliqué en Europe qu'aux États-Unis. Donc, rester dans la zone 7510, 7940, oui. Passer légèrement au-dessus, pourquoi pas. Casser les 7510 pour revenir à 7200, c'est possible. Mais c'est possible, je dirais, un peu comme on a eu au mois d'avril, hein, avec l'annonce des droits de douane. On est descendu à 7007, 7008, 6007, 6008. Je pense revenir à 7002, on rebondirait et ce serait une mèche surtout en hebdomadaire, sur cette zone-là. Mais on peut y aller. Mais je n'entrevois pas de catastrophe particulière, à mon sens, hein, au niveau du CAC. L'Eurostoxx. Alors l'Eurostoxx, lui, il est beaucoup plus favorable. Il est beaucoup plus favorable parce que, eh bien, on a d'autres bourses, hein, heureusement, en Europe. On a la bourse allemande, on a la bourse italienne, on a l'IBEX également, et à un degré moindre, les pays du nord de l'Europe qui, eh bien, tirent leur épingle du jeu beaucoup mieux que le CAC. Ce sont des d'investissements qui sont plus favorables que la France pour la période à venir. Et on a un Eurostoxx qui est en permanence, hein, on est en hebdomadaire comme on vient de le voir au niveau du CAC. Autant au niveau du CAC, on se balade autour du nuage Ishimoku, ici, c'est-à-dire
bien, à part le test du mois d'avril, eh bien, on est constamment au-dessus du nuage. Et on a un nuage qui est un nuage qui est haussier, qui est un nuage qui soutient les prix. Donc, j'ai une grande zone de support, qui est la zone des 5021-7050, qui est ici donc le plat de SSB, la sortie du nuage d'un nuage haussier, donc c'est une zone de support extrêmement forte, et puis la zone des 5050, ici, qui est un autre plat de SSB à venir dans le futur, et puis on voit que c'est également une zone qui a été une zone de résistance importante au cours de l'automne de l'année dernière, c'est donc une zone de support extrêmement forte. Donc j'ai une grosse zone, on est dans les 5002, 5003 à l'heure actuelle, hein, 5280, on a une très forte zone de support à 5020, un rebond sur la zone des 5020-5050 est un rebond qui s'achète en direction donc de la zone des 5570. Donc une vision positive. Vous voyez que je n'attends pas des évolutions extrêmement violentes. Hein. Ce que j'envisage pour l'Eurostoxx, mon objectif le plus haut, c'est par rapport à maintenant, c'est 5 ou 6%. C'est par rapport au niveau actuel. Et puis en cas de consolidation, eh bien c'est 4%. Donc je vois vu les conditions actuelles, eh bien une évolution qui est beaucoup plus une évolution de rente dans les mois à venir, mais une évolution plus favorable quand même que le CAC 40. Là, vous voyez donc le FTSE MIB. Alors, petite question. Le FTSE MIB a démarré véritablement ici, vous le voyez, hein, en octobre 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie en octobre 2022? Est-ce que ça évoque quelque chose auprès de vous? Octobre 2022. Patrice me dit non. Alors, je vais répondre tout de suite. Hein. C'est les dernières élections italiennes et l'arrivée de Mme Meloni au pouvoir. Et alors que le FTSE MIB était plutôt passé sous le nuage, était plutôt, regardez un peu depuis, le rallye, on est pratiquement, l'indice a doublé en 2 ans et demi. On a fait juste un petit test ici au mois d'avril, hein, comme d'autres, et globalement, on repart à la hausse, on est au-dessus du nuage. Alors, le FTSE MIB, lui, il est sur des plus hauts, et d'ailleurs, on a une zone de résistance ici dans la zone des 40 000 points. On a un petit plafond de verre à l'heure actuelle qui pourrait nous ramener à retester éventuellement le nuage, c'est possible, mais à repartir de toute façon au-dessus. Et on a des plus hauts, c'est des plus hauts de plus de 20 ans. Il a fallu que je remonte pour trouver des niveaux de résistance, il a fallu que je remonte au début des années 2000 sur Milan avec 3 niveaux à 44 470, 48 850, 51 300. Le franchissement de on est un peu dans un range là, hein, c'est une zone de range, une zone de, est-ce que c'est de l'accumulation ou de la distribution? J'aurais plutôt tendance à penser que c'est de la zone d'accumulation et le franchissement en clôture hebdomadaire de cette zone on va dire en gros des 40 000, eh bien certainement nous ouvrirait une marge au-dessus de l'ordre d'une dizaine de pourcents, avant ou après une consolidation. Alors, voilà ce que je voulais aussi vous montrer. Alors, Patrick, je dis le FTSE MIB est meilleur que l'Eurostoxx. Oui, clairement, hein, je l'ai dit depuis le début. Hein, c'est quasiment l'indice le plus fort. Le DAX a bien repris, notamment depuis l'annonce du grand plan du chancelier Merz. Voilà un graphique qui illustre une de mes convictions tout à l'heure. Et vous avez là le ratio, donc c'est sur le stock 600, hein, donc les 600 plus grosses capitalisations européennes. C'est le ratio entre je vais dire, le stock 600 value, donc le stock 600 action de rendement, et quel ETF est éligible au PEA dans la bourse de Milan? Eh bien, c'est une bonne question, Roselyne, je n'en ai aucune idée. Mais si vous allez
sur, bon, pas faire de publicité pour qui que ce soit, mais les différents fonds, les différents ETF qui sont proposés par les banques françaises, comme des fonds comme l'IXOR, je serais bien étonné que vous ne trouviez pas de produit qui est là-dessus. Si je peux par contre vous parler d'un site que vous connaissez peut-être, qui est le site de Morningstar, Morningstar, qui liste pratiquement, pratiquement tous les fonds et tous les ETF qui sont, tous les fonds qui existent au moins dans les pays développés. Ces fonds sont notés et est indiqué, si vous allez sur la version Morningstar française, en français, vous indique ceux qui sont éligibles ou pas au PEA en France. Donc, des fonds, il en existe de la part des banques. Allez sur le site de Morningstar ou regardez, je pense, sur les ETF, ils doivent indiquer si c'est éligible ou pas au PEA. Dans tous ces états de cause, Roselyne, il faut attendre que les 40 000 soient franchis. Alors, donc ce ratio entre les entreprises value et les entreprises de croissance, vous voyez que la value est depuis un bout de temps, puisque mon graphique il remonte là en 2022, mais on était plutôt un biseau d'affaiblissement, lent, très lent. Et regardez, depuis le début de l'année 2025, là je crois que je suis en mensuel, je ne me rappelle pas. Non, je suis en hebdomadaire. Eh bien, depuis le début 2025, on est sorti, il y a quelques semaines, on est sorti du biseau par le haut. J'ai mis sur le dernier schéma impulsif, j'ai mis mes extensions de Fibonacci et on est venu tester la semaine dernière l'extension qui est rare maintenant, qu'elle est vraiment rare, qui est à 1,618, ce qui est énorme. Ce qui peut entraîner une forme de consolidation sur cette zone des 1,10 d'ailleurs, sur le trait que j'ai tracé. Mais vous voyez que de la part des gros investisseurs, le secteur value est un secteur qui est considéré de manière importante pour, comment dire, entre guillemets, couvrir les portefeuilles entre une croissance aléatoire et la nécessité eh bien, de sortir malgré tout du rendement. Donc, il ne faut surtout pas délaisser les entreprises qui proposent des dividendes élevés. Ça permet d'avoir un phénomène d'équilibre. D'abord, ce sont des entreprises qui sont, comment dire, qui ont beaucoup moins de volatilité, qui ont des paires qui sont plus faibles. Et qui donc sont un peu moins sensibles à une crise de croissance de l'économie. Alors, voilà le graphique, enfin, le slide que je vous avais proposé au mois de janvier. Donc, les secteurs sur lesquels j'étais positif, négatif ou sur lesquels j'étais neutre. Alors, j'ai mis en rouge les secteurs que je dégrade. Donc, les médias que je dégrade pour moi de positif à négatif. La technologie que je dégrade de positif à neutre. Les secteurs sur lesquels j'étais négatif, et c'était une question tout à l'heure d'un des participants, l'automobile, je suis toujours très négatif sur l'automobile, très négatif sur nourriture et boissons, négatif un peu moins, mais pas positif du tout sur la promotion immobilière. Secteur sur lequel j'étais neutre, c'est la chimie sur lequel je suis maintenant négatif, je l'ai mise en rouge, et je remonte les télécoms et surtout les services aux entreprises. Et les services aux entreprises, c'est un des secteurs qui, pour la fin de l'année, et d'ailleurs des deux côtés de l'Atlantique, va être un secteur qu'il faudra regarder tout particulièrement. D'abord, le plan allemand est un plan qui va favoriser l'industrie, qui va favoriser les infrastructures et qui va, par rebond, favoriser ce que l'on appelle les utilities. Aux États-Unis, la stratégie de long terme du président Trump, qu'il avait annoncé bien avant son élection et qui est dans le grand plan
qui a été voté il y a quelques semaines par le Congrès américain. Les services aux entreprises, les infrastructures du pays, c'est un des domaines d'investissement tout à fait favorisé par la Maison-Blanche. Donc, ces secteurs sont des secteurs qui, pour moi, je pense tout ce qui concerne les services aux entreprises, vont probablement être parmi les bons secteurs également en 2026. Donc, ça fait partie des secteurs. Donc, c'est la façon dont l'indice pour… c'est les utilities. Hein. Jean me demande quel est l'indice pour les indices aux entreprises Europe et US. Dans les deux cas, hein, si vous allez sur votre plateforme Webmaster AI, vous allez sur les secteurs majeurs États-Unis et secteurs majeurs du stock 600 et vous avez les utilities et vous avez le graphique des utilities. D'ailleurs, le voilà. Donc, ce schéma des utilities. Alors, on a jusqu'au début de 2025, on était plutôt à tonnes. Et c'était aussi pour cela que, eh bien, j'étais j'étais pas emballé par ce secteur. Et puis, avec l'augmentation de la probabilité de passage du plan du président Trump et des conséquences et de l'élection allemande, hein, avec le projet, hein, le projet du nouveau chancelier, eh bien, qui donc allait favoriser. On a fait un plus haut sur l'indice 468 à la fin du mois de juin. On a une toute petite consolidation. Et même si on continue à consolider, parce que je pense qu'on va avoir une consolidation de l'ensemble des indices européens, mais faible, c'est-à-dire que si on a même une consolidation sur le 38,2, vous voyez que on est actuellement à l'indice 448 et mon 38,2 est à l'indice 430, c'est-à-dire c'est 2 ou 3%. Donc sur cette base-là, eh bien je vois d'une part franchir le sommet historique, oui, et puis aller chercher tout d'abord l'extension 0,618 à 490 et quand on fait un 38,2, statistiquement, on va chercher l'extension 0,786 à 506 points. Donc, alors peut-être que la consolidation, elle est déjà terminée, hein, puisque vous voyez qu'on a rebondi cette semaine, hein, on n'en est que mardi, hein, on a rebondi sur le 23,6. Mais je pense qu'on peut consolider un peu plus bas sur le 38,2. Mais je suis, donc vous avez compris, très positif sur ce secteur. Un autre secteur où je suis toujours positif, c'est le secteur, je l'étais déjà au début de l'année, et vous voyez que début d'année, on est sorti de cette zone de biseau ascendant vers le haut. On a consolidé au mois d'avril, et là, par contre, on est un petit peu sur un schéma de range, hein, en gros entre 475 et 500. Mais je pense que pour le secteur des assurances, l'embellie n'est absolument pas terminée. Les éléments sont tout à fait au vert. Tout ce que l'on peut avoir, c'est une éventuelle reconsolidation dans une zone ici, vers la zone des 450, c'est-à-dire là encore 5%, 5%, j'entends plus rien, pourtant je n'ai absolument rien changé. Je n'ai rien changé. Mon micro fonctionne toujours. Mon micro fonctionne. Hein. Sont OK, on me dit. Bon, OK. Donc, on peut avoir une consolidation sur les assurances pour revenir retester ici une zone vers les 450, qui est une zone qui va être la Kijun, qui va être le haut du biseau, qui va être le nuage. Ce ne serait que pour mieux repartir à long terme sur le secteur. Alors, on va terminer. On est presque au bout de notre schéma. Donc, ce que j'avais… Grégory me dit, les assurances ont déjà fait 1,5. Oui, alors, bien évidemment, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, mais je ne vois pas de dégradation. Alors, je ne m'attends pas non plus
une poursuite au rythme tel qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ce que j'indique, et là, Patrick est en train de le dire, on a des consolidations, en particulier sur AXA, sur Score, sur la COFAS, sur Generali. Je pense que ce sont des consolidations qui vont nous permettre plutôt de trouver des points d'achat. Alors, on ne va pas refaire 150%, mais qu'il reste encore 10 à 20% ou peut-être au-delà sur l'ensemble du secteur de l'assurance, c'est quelque chose que j'envisage tout à fait. Donc, il faudra suivre, hein, Patrick me parle d'AXA, mais regardez COFAS, regardez le réassureur Score, regardez, excusez-moi, il faut que je boive un petit peu. C'est une consolidation qui doit nous permettre de refaire encore une petite branche de hausse. Donc, on va terminer sur ce que j'avais indiqué pour le reste du monde. En début d'année, la Chine était pour moi une grande interrogation. Le récent plan du gouvernement de l'époque, de 310 milliards de dollars pour relancer l'investissement et la consommation, aura-t-il du succès, contrairement au programme précédent? Et puis, j'avais indiqué, le Japon pourrait à nouveau être la bonne surprise de 2025. Alors, on va regarder un indice qui est un des deux indices chinois. Il y en a un qui est le Hang Seng. Le Hang Seng, c'est l'indice de la bourse de Hong Kong, et le CSI 300, qui est l'indice de la bourse de Shanghai et de Shenzhen. Bon, on peut regarder l'un ou l'autre. Alors là, vous avez un graphique en mensuel qui est pour moi tout à fait significatif et extrêmement clair. Alors la Chine, c'est toujours un petit peu un mystère, dans la mesure où, comme je l'avais indiqué au début de notre webinaire, les chiffres statistiques donnés par la Chine sont des chiffres qui sont plus des chiffres qui sont déterminés politiquement que statistiquement. Donc, il y a quand même des interrogations. Mais on arrive quand même à pister les flux d'entrée et de sortie, donc d'importation et d'exportation chinoise, qui donnent malgré tout une tendance. Et comme les Chinois savent que ces chiffres existent, ils font plus n'importe quoi. On a quand même le sentiment que les choses sont en train gentiment de s'améliorer en Chine. Le gouvernement chinois avait fixé la croissance pour l'année dans ses prévisions à 5%. On est plutôt aux alentours de 5,3% à l'heure actuelle. Alors, faut-il jouer au Forex yen-dollar? Alors, d'abord, moi, je ne joue pas en bourse, mais vous l'avez mis entre guillemets. Moi, je touche pas trop, à cette paire, parce que c'est une paire qui est assez, que je trouve en fait assez compliquée, parce que elle est un peu manipulée. C'est un outil politique aussi pour la Chine. Et l'objectif de la Chine est de faire du yen une monnaie d'échange internationale. Donc, la Chine, joue bien évidemment sur sa monnaie et sur la parité yen-dollar pour renforcer le poids politique, économique, financier de la Chine. Donc, cette paire, je ne l'ai jamais tradée, mais jamais, et j'ai pas trop envie de le faire. Alors, ça peut se faire à court terme. Donc, je reste un peu à l'écart de quelque chose qui n'est pas uniquement au flux financier. Alors, donc, la Chine, on a l'impression quand même qu'on a un schéma favorable, hein. On voit ici cet indice en mensuel. Déjà depuis 2024, où on avait touché un peu le fond dans la zone des 15 000 points, par rapport à début 2024, on est passé de 15 à 24 000 points. Donc, on a pris pratiquement 60%. Et là aussi, pour ceux qui travaillent en Ishimoku, comme c'est mon cas, on est sorti du nuage mensuel. Et ici, donc le haut de mon nuage, pardon. Ah, excusez-moi. Le haut de mon nuage, et ça, c'est un niveau de support majeur de long terme.
c'est cette zone des 22 850 qui est le haut du nuage. Et ça a été également un plat de Kijun pendant plusieurs mois, fin 2022-2023. Donc, niveau de support majeur à 22 850. Le niveau actuel qui est un haut, qui est un plat de SSB ici, mais qui a été aussi un plat de Kijun, c'est un plat de SSB Kijun. C'est cette résistance à l'heure actuelle qu'on a du mal à franchir à 24 730. Dans le mouvement, on devrait la franchir et on a au-dessus à peu près à 10% au-dessus, on a une zone de résistance majeure aussi, qui est ce gros plat de SSB, ce gros haut de nuage dans la zone des 22 280 points. Donc, il faut surveiller le Hang Seng, il faut surveiller une clôture mensuelle au-dessus de 24 730 points, et là, on aura véritablement un signal qu'il y a encore probablement 10% à gagner. La lagging span, elle, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'elle a rebondi ici sur la zone des prix. Et puis, elle, pareil, hein, elle est sur c'est ce même niveau, hein, 24 730, hein, ce plat de SSB Kijun qui est, elle est sous son nuage. Oui, oui, c'était sous son nuage. Oui, c'est pour ça que cette zone qui va être atteinte par la lagging span d'ici 3 à 4 mois, c'est-à-dire vers la fin de l'année, c'est le haut de son nuage. Néanmoins, vous noterez quand même, Jean, que vous avez un nuage qui est, pour la lagging span, qui est extrêmement mince. Mais pour la lagging span, comme pour les prix, on a une vraie résistance, une grosse résistance dans cette zone des 22, on va dire une zone des 22 300 points. Et non, c'est pas le dernier graphique que j'ai à vous montrer, c'est l'avant-dernier. Donc, c'est le Nikkei. Le Nikkei, eh bien, quand je reprends depuis le début de l'année, hein, on était dans cette zone, dans la zone des 39 000 points. On a évolué, alors bien sûr, on a eu un trou d'air. Le Japon est très sensible à deux choses, enfin très sensible au phénomène des droits de douane, bien évidemment, avec un petit bémol dans le sens où les entreprises japonaises sont déjà très intégrées en termes de production aux États-Unis. Donc, même s'il y a quand même des importations, des exportations importantes, une part, notamment sur l'automobile, qui est un des secteurs les plus sensibles, et la bourse de Tokyo, hein, le Nikkei, est très sensible à l'automobile, à la technologie, mais très sensible à l'automobile. C'est un des fleurons et c'est un poids énorme. Mais il y a une part importante, majoritaire, des ventes de véhicules japonais aux États-Unis qui sont de la production sur le territoire américain. Donc, le Nikkei, lui, continue à progresser. Il a même fait un sommet historique dans la zone des 42 500 points. Il est venu retester cette zone des 41 570 points. On s'est replié en début de semaine, mais je suis tout à fait positif sur le Nikkei et que la zone des 42 500 points peut tout à fait à nouveau être atteinte. Les Japonais ont terminé normalement depuis un certain temps leurs négociations avec les États-Unis. Donc on a une situation qui est redevenue normale, mais on est bon, Roger Tenkan, oui, Jonathan, oui, ce que je dire ici, effectivement, la Tenkan, on est en tendance haussière et la Tenkan soutient les cours. On est venu la tester. Bon, ben là, c'est un graphique hebdomadaire. Hein, on est mardi. Hein, j'ai dû le faire, je sais pas, ce matin ou hier, je ne me rappelle plus. Oui, hier, je pense, ce graphique. La Tenkan, là, pour l'instant, elle soutient les cours. Il n'y a aucun problème. On est sur un schéma depuis le mois d'avril qui est un schéma haussier sur le Nikkei. Ce schéma haussier serait invalidé si on venait casser cette zone, hein, qui est une zone des 38 000 points à peu près. Là, effectivement, elle serait invalidé. Mais je reste positif. Là-dessus. Le dernier point qu'on va… Alors, les métaux précieux, je dirais un mot
je prends votre remarque comme une question, hein, je dirai un mot tout à l'heure. Je les traite pas particulièrement aujourd'hui, parce que bon, ça fait quand même 1h40, à 1h45 qu'on est ensemble. Bon, ça avec plaisir, hein, mais on peut pas tout voir. Mais je parlerai quand même des métaux précieux, hein, Patrice. Donc le dernier volet que je voulais, que je voulais évoquer, donc c'était ce graphique, cette slide qui date de janvier, hein. Là, ma première conviction, c'était que les matières premières demeureront à un prix élevé et que l'on va vers une réduction de dépenses de transition énergétique de la part de la majorité des pays pour des raisons budgétaires et de croissance faible. Alors on voit ici et là, il y a en France en particulier, hein, il y a une vraie polémique, enfin je ne sais pas si c'est une polémique, mais il y a une vraie remise en cause, il y a un vrai arrêt d'implantation au niveau des éoliennes, très clairement. Le bilan énergétique et le bilan financier est absolument catastrophique. Quand vous regardez les entreprises qui sont positionnées sur les énergies nouvelles, c'est une catastrophe. Hein, le dernier, c'était MCFI, hein, qui a dû déposer son bilan, a été repris. On fait quoi de l'écologie? Je vais vous répondre. Je vais vous répondre, Patrick. Donc actuellement, tous ces schémas sont des schémas qui, dans les pays développés, sont inutiles. Alors là, je m'engage un peu, mais je vous expliquerai tout à l'heure. Et donc, dans le grand plan d'investissement allemand, la part liée aux énergies nouvelles est faible. Je crois que c'est inférieur à 100 milliards et je crois que jour après jour, cette partie diminue. Alors, les matières premières, donc voilà l'indice des matières premières, donc qui est le CRB, et il est proche d'un schéma que je vous avais indiqué en début, hein, sur un schéma macroéconomique. Donc là, vous avez l'indice des matières premières, c'est un ETF de l'IXOR, hein. Et vous voyez que on est en hebdomadaire sur un niveau à l'heure actuelle, sur l'indice 23,15, qui est un niveau majeur. C'est le bas d'un nuage haussier, donc 23,15 est un niveau de support majeur. Vous voyez que fin avril, début mai, on est venu toucher un support à 21,40 sur lequel on a rapidement rebondi. Notre lagging span, pour l'instant, elle est ici, la lagging span. Hein, la lagging span est au-dessus de son nuage, au-dessus de sa Kijun. Donc, on est sur un schéma actuel où, eh bien, j'attends pas d'évolution tout à fait, comment dire, pas d'évolution marquée au niveau du CRB. On va rester, à mon sens, dans cette zone des 23. Il y a peu de volatilité, hein. La sortie du nuage, elle est autour de 24. Et le sommet, hein, le plus haut ici de 2020, de début de demi-d'année, il est à 25,50 et le plus bas à 21,40. Donc, je vois bien une deuxième partie de l'année avec peu de volatilité et évoluer autour de notre zone des 23,15, plus ou moins 1 point, 1,50, c'est-à-dire plus ou moins 4 ou 5%. Le nuage dans lequel on est, bah, il va se terminer pratiquement au mois d'octobre, là, ici. Donc, on peut tout à fait rester à l'intérieur de ce nuage. Et puis, bon, on aura un peu de volatilité certainement vers la fin de l'année, mais on reste un petit peu dans ce schéma-là. Alors, je vais revenir. Alors, on sort un peu du cadre strictement boursier. Patrick, on fait quoi de l'écologie? On en fait beaucoup. Et alors, je l'ai pas. J'aurais pu le mettre, mais il y a un graphique qui a été publié par une de mes sources, hein, qui est l'Institut Rexecode. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sur Internet. C'est un institut français, hein, qui gagne sa vie, bien sûr, parce qu'il vend des études. Mais sur son site, vous verrez qu'il y a beaucoup d'études et beaucoup de graphiques conjoncturels qui sont en accès gratuit. Plusieurs des graphiques que je vous ai présentés ce soir, je les ai tirés du dernier tirage de Rexecode. Et il a publié un indice, un élément prospectif
sur justement cette évolution de l'écologie, cette évolution du taux du CO2 dans les 15 à 20 années qui viennent. On s'aperçoit que en Europe, on est totalement décroissant. On est les plus bas en termes d'émissions. Et les pays émergents, la Chine, l'Inde notamment, enfin, je ne sais pas s'ils sont émergents, continuent à avoir des émissions et des émissions qui vont progresser et qui vont progresser jusqu'en 2050. Il y aura certainement au niveau de la Chine une inversion. Il va y avoir une inversion parce que la Chine, depuis qu'elle a, il y a 1 an et demi à peu près, a sorti ses 2 premiers réacteurs nucléaires 100% chinois et est partie sur un programme considérable de centrales nucléaires qui, dans les 20 ans qui viennent, il y a un projet de plus de 300 unités. Je rappelle que nous, on en a à peu près une cinquantaine, donc 6 fois l'équipement français. Et là, effectivement, avec le temps, il y aura une forme de réduction, mais avec une économie qui progresse. Donc actuellement, on est en train de se battre contre les moulins, à savoir que l'on a des pays qui continuent à polluer. Nous, on est extrêmement vertueux et on est vertueux à un point où les gens n'arrivent plus à payer leur électricité. On a construit, on a investi et le contribuable a investi dans des centrales nucléaires pendant des dizaines d'années qui nous permettent d'avoir une énergie qui est bon marché. Et alors que l'énergie qui est émise par ces énergies renouvelables, eh bien, je vais répondre à la question de Patrick après. Hein. Eh bien, on dépense des sommes pour aucun rendement. Le coût du kilowattheure sur l'éolien est d'environ 40 à 50% au-dessus des centrales nucléaires. Dans des périodes actuelles, EDF achète de l'électricité éolienne à un prix qui est très supérieur au prix du marché pour la revendre au prix du marché. Je trouve ça, enfin, à titre personnel, hein, là c'est personnel, hein, je trouve ça tout à fait scandaleux. Et on dépense des milliards d'euros qu'on ferait mieux d'investir et de réduire notre déficit. Donc, je trouve qu'on a fait beaucoup pour ce secteur-là, c'est bien, mais maintenant il y a plus de nécessité. Il n'y a plus de nécessité et c'est financièrement totalement contre-productif. Alors, Patrick me demande quoi faire avec les terres rares qui sont le dilemme entre Trump et la Chine. Eh bien, ce dilemme, je ne suis pas sûr qu'il soit autant un dilemme parce que par la grande surprise, mais il y a eu une statistique, la dernière statistique justement d'importation de terres rares américaines en provenance de la Chine, c'est du mois de mai ou du mois de juin, a montré une augmentation considérable des importations américaines, donc une augmentation considérable des ventes par la Chine de leurs terres rares à destination des États-Unis. Donc, vous savez, les joutes entre les présidents américains et chinois, il y a des joutes verbales et puis derrière, eh bien, il y a le réalisme de l'économie. Tout simplement, si les Chinois peuvent espérer avoir des puces pour développer leur intelligence artificielle, il faut bien qu'ils puissent les acheter. Donc, il faut bien qu'ils puissent vendre des terres rares aux États-Unis. Donc, c'est du donnant-donnant. Et donc, ils n'auront pas de puces si ils ne vendent pas de terres rares. Il y a eu hier ou avant-hier, non hier, oui hier, il y a eu une forme d'avertissement. C'était hier, oui, ou en fin de semaine dernière, une forme d'avertissement du président Trump vis-à-vis des Chinois. Il a convoqué les dirigeants de Nvidia en leur demandant de tracer leurs puces de manière à savoir où elles vont. Alors ça, si ce n'est pas un message direct vers la Chine,
Je ne sais pas ce qu'il faut, hein. Donc, ce problème des terres rares est un problème de donnant-donnant. Tu me vends des terres rares, je te vends des puces. Voilà, moi j'ai terminé quant à la présentation que je voulais vous faire ce soir. S'il y a encore une question, je prends. Alors Patrice me dit il va y avoir une consolidation sur le CAC 40. Alors c'est ma conviction, mais ma conviction, je rappelle que je ne vois pas le CAC 40. Alors sauf évidemment, hein, il se passe tellement de choses sur le plan géopolitique, sauf gros problème macroéconomique. Je ne vois pas une rupture des 7510 points de manière importante. Peut-être revenir tester les 7300, peut-être sur une ou deux séances ou en mèche. Je vois cette consolidation, mais je ne la vois pas profonde. Ça, c'est très clair. Voilà, bah, écoutez, je crois que j'ai plus d'autres questions. Il me reste à vous remercier d'être resté. Pensez-vous revenir assez souvent? Ben, chaque fois que Madame Walker me fait le plaisir de m'inviter, ça se fait chaque fois avec plaisir. On est en train de préparer une formation également elle vous reparlera dans peu de temps. Bon appétit déjà. Euh, et puis, si vous avez d'autres thèmes, hein, écoutez, adressez-vous à la direction de Waldata si vous avez des idées et à ce moment-là, Madame Walker m'en fera part. Merci, bonne soirée, bon appétit, bonne soirée à tous, bonnes vacances à ceux qui vont partir, bonnes vacances à ceux qui y sont en ce moment, et donc je vous souhaite donc un bon mois d'août. À bientôt. Au revoir.